Avant que le dentifrice au fleurs ne devienne un geste banal, répété machinalement chaque matin et chaque soir, la bouche humaine était l'un des lieux les plus vulnérables du corps. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la carie dentaire ne relevait pas du confort ni de l'esthétique, mais d'un danger médical réel, lent et souvent fatal. Une dent atteinte n'était pas seulement une source de douleur, elle représentait une porte ouverte vers l'infection, la fièvre, puis parfois la mort, dans un monde où les antibiotiques n'existaient pas encore et où la chirurgie restait brutale et incertaine. À cette époque, un simple trou dans une dent pouvait évoluer vers un abcès profond, se propager à la mâchoire, puis atteindre la circulation sanguine. Les médecins disposaient de peu de moyens pour enrayer ce processus. Les antalgiques étaient rares, imparfaits et souvent associés à des risques de dépendance. La prévention était quasiment absente du discours médical, car on considérait la dégradation des dents comme une conséquence naturelle de la vie humaine. La douleur dentaire était endurée jusqu'à devenir insupportable, et lorsque ce seuil était franchi, la solution la plus courante consistait à extraire la dent sans véritable anesthésie, dans des conditions que l'on qualifierait aujourd'hui de traumatisantes. Les cabinets dentaires de cette période n'étaient pas des lieux de soins au sens moderne, mais des espaces de dernier recours. Le bruit du métal, l'odeur du sang et la peur des patients faisaient partie du quotidien. Le dentiste n'était pas perçu comme un protecteur de la santé bucco-dentaire, mais comme celui qui mettait fin à une souffrance devenue intolérable. Sauver une dent était l'exception, la perdre était la norme. Cette réalité façonnait profondément le rapport des individus à leur propre corps, installant l'idée que la perte progressive des dents était inévitable avec l'âge. Les conséquences de cette situation dépassaient largement la sphère individuelle. Perdre ses dents signifiait perdre la capacité de se nourrir correctement. De nombreuses personnes, en particulier parmi les classes laborieuses, voyaient leur alimentation se dégrader, ce qui entraînait fatigue chronique, affaiblissement général et vulnérabilité accrue aux maladies. Dans les sociétés industrielles en pleine expansion, cela représentait un coût social considérable, mesuré en journées de travail perdues, en souffrance invisible et en limitation physique acceptée comme normale. Les publications médicales de l'époque évoquaient parfois la carie comme une épidémie silencieuse, non pas parce qu'elle était rare, mais précisément parce qu'elle était omniprésente. Elle touchait les enfants, les adultes et les personnes âgées sans distinction nette. Les campagnes d'hygiène commençaient timidement à encourager le brossage des dents, mais les poudres et les pâtes utilisées alors n'agissaient qu'en surface. Elles nettoyaient, mais ne protégeaient pas. Même chez les personnes disciplinées, la carie progressait, comme si un mécanisme plus profond échappait à la volonté individuelle. Cette impuissance collective nourrissait une forme de résignation. La responsabilité était placée sur l'individu, accusé de négligence ou d'excès de sucre, tandis que les facteurs environnementaux restaient largement ignorés. Personne n'envisageait encore que la solution puisse venir d'un élément invisible présent dans l'environnement quotidien, encore moins d'une substance associée à l'industrie et à la toxicité. Le cadre mental de la médecine de l'époque ne permettait pas d'imaginer qu'un agent chimique discret puisse jouer un rôle protecteur plutôt que destructeur. Ainsi, avant l'apparition du fluor dans la prévention dentaire, le monde vivait avec la certitude que la carie faisait partie intégrante de la condition humaine. La douleur, la perte des dents et leurs conséquences étaient acceptées comme un prix inévitable de l'existence. C'est sur ce fond de fatalisme médical et social que vont apparaître des observations dérangeantes, suffisamment incohérentes pour fissurer les certitudes établies et ouvrir la voie à une transformation inattendue de la santé bucco-dentaire. Alors que la carie dentaire était largement acceptée comme une fatalité biologique, certaines observations commencèrent à troubler discrètement cette certitude. Elles ne prirent pas la forme d'une découverte spectaculaire ni d'une annonce officielle, mais émergèrent lentement à partir de comparaisons patientes entre différentes populations. Des dentistes, des médecins et des chercheurs remarquèrent que, dans certaines régions bien précises, les dents semblaient résister à la carie d'une manière presque inexplicable. Ces communautés n'étaient ni plus riches, ni mieux informées, ni particulièrement disciplinées en matière d'hygiène bucco-dentaire, et pourtant leurs statistiques défiaient la logique admise. Les enfants de ces régions n'avaient pas moins de sucre dans leur alimentation, les adultes ne se brossaient pas nécessairement les dents plus souvent, et l'accès aux soins dentaires y était parfois inférieur à celui des grandes villes industrielles. Malgré cela, le nombre de dents détruites par la carie y était sensiblement plus faible. Cette régularité statistique, observée sur plusieurs années, mit les chercheurs dans une position inconfortable. Si la carie dépendait uniquement du comportement individuel, ces différences n'auraient pas dû exister. Et pourtant, elles persistaient. Mais cette apparente victoire contre la carie était accompagnée d'un détail troublant. Dans ces mêmes communautés, les dents présentaient souvent un aspect visuel inhabituel. L'émail n'était pas lisse et uniformément blanc, mais marqué de taches, de stries ou de zones décolorées. Ces dents semblaient solides mais imparfaites. Ce contraste provoqua une inquiétude immédiate chez les familles et les praticiens. Les parents s'interrogeaient sur la cause de ces marques visibles, craignant qu'un facteur environnemental ne soit en train d'endommager lentement la dentition de leurs enfants. À ce stade, personne ne parlait encore de protection. Les dents tachées étaient perçues avant tout comme un symptôme négatif, peut-être le signe d'une maladie inconnue ou d'une exposition nocive.
Le fait qu'elle soit moins sujette à la carie était presque considéré comme une coïncidence secondaire, insuffisante pour compenser une apparence jugée anormale. La médecine de l'époque était profondément marquée par la peur des toxines invisibles, et toute anomalie visible était instinctivement interprétée comme un avertissement. Les premiers rapports scientifiques utilisèrent des termes prudents et descriptifs, évoquant un émail marbré ou tacheté sans proposer d'explication définitive. Les hypothèses se multiplièrent. Certains chercheurs parlèrent de carences nutritionnelles, d'autres de particularités génétiques locales, et quelques-uns avancèrent l'idée d'une contamination lente de l'environnement. Aucune théorie ne parvenait cependant à expliquer pourquoi ces dents, bien que visiblement altérées, résistaient mieux que les autres à la destruction. Progressivement, l'attention se détourna des habitudes individuelles pour se porter sur des facteurs partagés par l'ensemble d'une population. Les chercheurs commencèrent à comparer les sols, les climats, les pratiques agricoles et surtout les sources d'eau. L'eau potable, consommée quotidiennement par tous, indépendamment de l'âge, du sexe ou du statut social, apparut alors comme un élément central. Cette piste était dérangeante car elle suggérait que la santé dentaire pouvait dépendre d'un facteur imposé, échappant totalement au contrôle individuel. Cette idée remettait en cause une vision profondément ancrée de la responsabilité médicale. Si l'environnement jouait un rôle décisif, alors la carie cessait d'être uniquement une question de discipline personnelle pour devenir un phénomène collectif. À ce stade, aucune conclusion n'était encore tirée. Mais une chose devenait claire, la carie ne suivait pas toujours les règles que l'on croyait immuables. Une faille venait d'apparaître dans le récit dominant, ouvrant la voie à une enquête plus inquiétante encore, celle qui allait transformer un simple détail environnemental en sujet de controverse scientifique majeure. Lorsque l'eau potable s'imposa progressivement comme l'élément commun reliant ces communautés aux dents étonnamment résistantes, l'enquête entra dans une phase bien plus inconfortable. L'eau n'était pas un détail anodin. Elle était l'ingrédient le plus universel de la vie quotidienne, celui que personne ne pouvait éviter et que chacun consommait sans y penser. Si quelque chose dans l'eau influençait la santé des dents, alors la carie cessait d'être une affaire de choix personnel pour devenir le produit d'un environnement imposé, silencieux et constant. Les chercheurs commencèrent par éliminer les explications les plus évidentes. La qualité microbiologique de l'eau, sa clarté, son goût, sa température, tout cela variait peu entre les régions comparées. Pourtant, lorsque des analyses chimiques plus fines furent réalisées, un élément ressortit de manière répétée. Dans les zones où la carie était moins fréquente et où l'émail présentait ces fameuses taches, l'eau contenait naturellement une quantité plus élevée d'un ion déjà connu, mais rarement évoqué sous un jour favorable. Le fluor. Cette identification ne suscita aucune forme de soulagement. Au contraire, elle provoquait une crispation immédiate. Le fluor, dans l'imaginaire scientifique et médical de l'époque, était associé à l'industrie lourde, aux procédés chimiques agressifs et à des effets toxiques clairement établis à forte dose. Il n'était pas perçu comme un nutriment, ni comme un élément bénéfique, mais comme une substance dangereuse dont il fallait se méfier. Découvrir sa présence là où les dents semblaient protégées paraissait presque paradoxal, voire inquiétant. Très vite, les discussions changèrent de ton. Il ne s'agissait plus seulement d'expliquer une curiosité statistique, mais de déterminer si une exposition chronique, même faible, pouvait entraîner des dommages invisibles ailleurs dans le corps. Les dents tachées, qui jusque-là avaient été un simple détail esthétique, prirent une signification nouvelle. Elles furent interprétées comme un signal d'alerte, la preuve visible que quelque chose modifiait la structure du corps humain. La question n'était plus de savoir si le fluor avait un effet, mais si cet effet était acceptable. Dans les revues scientifiques et lors des conférences, le fluor devint rapidement un sujet de controverse. Certains chercheurs affirmaient que toute corrélation positive cachait nécessairement un danger à long terme, encore non détecté. D'autres adoptaient une position plus prudente, reconnaissant que les données montraient une association stable entre la présence naturelle de fluor et la diminution des caries, sans pour autant oser parler de bénéfices intentionnels. À ce stade, le fluor n'était pas envisagé comme une solution, mais comme un suspect qu'il fallait interroger avec une extrême rigueur. Le contexte historique renforçait cette méfiance. La médecine se souvenait encore trop bien de substances autrefois considérées comme inoffensives, avant de se révéler catastrophiques après des années d'utilisation. Cette mémoire collective pesait lourdement sur chaque décision. Aucun chercheur ne voulait être celui qui aurait minimisé un risque lent, diffus et irréversible. La prudence n'était pas un choix intellectuel, mais une obligation morale. Pourtant, malgré cette résistance instinctive, les données refusaient de disparaître. Région après région, étude après étude, le même schéma réapparaissait. Là où l'eau contenait naturellement du fluor à certaines concentrations, la carie reculait. Là où il était absent, elle restait endémique. Cette constance plaça la communauté scientifique dans une position inconfortable, coincée entre la peur d'un poison discret et l'évidence d'un effet protecteur inattendu. Ainsi, le fluor acquit un statut ambigu. Il n'était ni un ennemi clairement identifié, ni un allié assumé. Il devint une variable dangereuse, tolérée uniquement parce que les chiffres rendaient son exclusion impossible. Toute la recherche qui suivit fut marquée par cette tension. Les expériences furent conçues non pour prouver son utilité, mais pour détecter ses limites, ses seuils et ses éventuels effets secondaires. La science avançait à reculons,
contrainte d'examiner de plus près un élément qu'elle aurait préféré tenir à distance. À ce point précis de l'histoire, personne n'envisageait encore d'introduire volontairement le fluor dans la vie quotidienne des individus. Il n'était pas question de le recommander, encore moins de l'intégrer à un produit d'usage courant. Le fluor restait un sujet de malaise, un symbole de cette zone grise où la frontière entre danger et protection n'était pas encore tracée. Pour progresser, il faudrait trouver une voie étroite, suffisamment prudente pour apaiser les peurs, mais assez audacieuse pour tester l'hypothèse sans exposer des populations entières à un risque perçu comme incontrôlable. Confronté à cette zone grise où le fluor apparaissait à la fois comme une menace potentielle et comme une source possible de protection, la recherche dut changer de stratégie. L'idée d'une intervention directe sur l'eau potable fut rapidement écartée. Une telle mesure aurait impliqué une exposition massive, continue et involontaire de populations entières à une substance déjà entourée de soupçons. Sur le plan éthique, scientifique et politique, le risque était jugé inacceptable. La question n'était plus de savoir si le fluor méritait d'être étudié, mais comment l'étudier sans franchir une ligne irréversible. Les chercheurs avaient besoin d'un cadre expérimental qui permette le contrôle, la limitation et surtout la possibilité de revenir en arrière. Ils cherchaient un moyen d'observer les effets du fluor sans engager le corps tout entier, sans modifier l'environnement collectif et sans imposer une décision sanitaire à des individus qui n'avaient rien demandé. C'est dans cette logique de retenue, bien plus que dans un élan d'innovation, qu'un objet banal entra progressivement dans le champ de la recherche. Le dentifrice. À cette époque, le dentifrice n'était pas considéré comme un produit médical stratégique. Il servait avant tout à nettoyer les dents, à éliminer les résidus visibles et à améliorer l'haleine. Son rôle était périphérique, presque cosmétique. Justement pour cette raison, il offrait un terrain d'expérimentation inattendu. En tant que produit d'usage volontaire, appliqué localement et pendant un temps limité, il permettait une exposition contrôlée. Si un problème apparaissait, il suffisait d'arrêter son utilisation. Aucun effet irréversible n'était supposé se produire à court terme. Le choix du dentifrice fut donc un compromis pragmatique, presque défensif. Le fluor n'y était pas intégré comme une solution miracle, mais comme un additif expérimental dosé avec une extrême prudence. L'objectif n'était pas de démontrer un bénéfice spectaculaire, mais de vérifier une chose essentielle, l'absence de danger manifeste dans un cadre strictement limité. Cette approche renversait la logique habituelle de l'innovation. Le succès n'était pas recherché, il était redouté, car il aurait forcé la communauté scientifique à réévaluer une peur profondément ancrée. Les premières formulations furent développées dans cet esprit de méfiance méthodique. Les concentrations de fluor étaient faibles, les protocoles stricts et le suivi des sujets minutieux. Chaque anomalie, chaque variation faisait l'objet d'analyses approfondies. Les chercheurs observaient moins ce que le fluor faisait de positif que ce qu'il pourrait faire de négatif. Le dentifrice n'était pas perçu comme un vecteur de révolution, mais comme un pare-feu scientifique, un moyen de contenir le risque tout en laissant les données parler. Ce qui rend cette étape fondamentalement accidentelle, c'est que personne n'avait l'intention de transformer le dentifrice en outil central de prévention. Il devait rester une solution transitoire, un instrument temporaire, destiné à tester une hypothèse inconfortable sans provoquer de rejet massif. Pourtant, en offrant ce cadre sécurisé, il permit au fluor d'exprimer progressivement un effet qui dépassait les attentes les plus prudentes. Là où l'on cherchait surtout à éviter le pire, quelque chose de meilleur commençait à émerger. Ainsi, sans plan préétabli et sans ambition affichée, le dentifrice devint le point d'équilibre entre la crainte et la curiosité. Il offrit à la science un espace où l'incertitude pouvait être explorée sans basculer dans l'irresponsabilité. Ce choix, motivé par la peur plus que par la vision, allait ouvrir la voie à une accumulation de données qui rendrait bientôt impossible le maintien des anciennes certitudes. À mesure que les essais se poursuivaient et que les observations s'étendaient sur plusieurs années, un glissement subtil mais décisif s'opéra dans l'attitude de la communauté scientifique. Les résultats ne se présentaient plus comme des indices fragiles ou des tendances incertaines, mais comme des différences nettes et répétées entre les groupes utilisant un dentifrice contenant du fluor et ceux qui en étaient dépourvus. La carie ne diminuait pas de manière anecdotique. Elle reculait de façon constante, mesurable et surtout reproductible, indépendamment de l'âge, du milieu social ou des habitudes alimentaires générales. Cette constance força les chercheurs à affronter une réalité inconfortable. Les scénarios de toxicité redoutés au départ ne se manifestaient pas dans ce cadre d'utilisation précis. Les dents exposées régulièrement au fluor par le brossage semblaient mieux résister aux attaques acides produites par les bactéries. Les zones fragilisées de l'émail, qui auparavant évoluaient presque inévitablement vers des cavités profondes, montraient désormais des signes de stabilisation. Dans certains cas, on observait même une amélioration progressive, comme si la structure de la dent retrouvait une partie de sa solidité perdue. Ce phénomène obligea la dentisterie à revoir ses fondements. Jusqu'alors, la discipline avait été dominée par une logique réparatrice. On intervenait après la destruction, en forant, en extrayant ou en remplaçant. Avec le fluor, une autre possibilité se dessinait. La prévention cessait d'être un idéal théorique pour devenir une réalité chimique. Un simple geste quotidien semblait capable de modifier l'équilibre même du processus de dégradation,
en renforçant l'émail avant que la carie ne s'installe de façon irréversible. Les débats ne disparurent pas pour autant, mais leur nature changea. Il ne s'agissait plus principalement de savoir si le fluor avait un effet, mais de comprendre comment cet effet se produisait et dans quelles limites il restait bénéfique. Les discussions se déplacèrent vers les mécanismes de reminéralisation, vers la résistance accrue de l'émail et vers la notion de seuil, cette frontière délicate entre protection et excès. La peur cédait lentement la place à une gestion du risque, plus rationnelle et plus nuancée. Ce renversement fut d'autant plus marquant qu'il ne provenait pas d'une découverte spectaculaire, mais d'une accumulation patiente de données. Aucune annonce triomphale ne vint déclarer la victoire du fluor. Ce furent les chiffres, froids et persistants, qui imposèrent le changement de perspective. Étude après étude, pays après pays, les résultats convergeaient. Là où le fluor était présent de manière contrôlée, la carie reculait. Là où il était absent, elle continuait de suivre son cours destructeur habituel. Progressivement, la communauté scientifique dut admettre que refuser d'utiliser le fluor revenait à ignorer une opportunité majeure de réduire la souffrance humaine. Cette reconnaissance ne fut pas enthousiaste, mais contrainte. Elle naquit moins de la confiance que de l'évidence. Le fluor cessait d'être un intrus toléré pour devenir un outil à part entière, encore imparfaitement compris, mais trop efficace pour être écarté. Ainsi, ce qui avait commencé comme une expérimentation prudente, presque défensive, se transforma en un tournant historique pour la santé bucco-dentaire. La hiérarchie traditionnelle fut inversée. Pour la première fois, un moyen de prévention simple surpassait en efficacité les interventions lourdes et tardives. Sans bruit et sans déclaration solennelle, la dentisterie venait de franchir un seuil qui allait modifier durablement la relation entre la science, le quotidien et le corps humain. À partir du moment où l'efficacité du fluor ne pouvait plus être sérieusement contestée, la question centrale changea définitivement de nature. Il ne s'agissait plus de déterminer si cette substance avait un effet protecteur, mais de comprendre comment intégrer cet effet dans la réalité quotidienne sans trahir les principes de prudence qui avaient guidé toute la recherche. La science ne célébra pas une victoire, elle procéda à une transition. Une transition lente, parfois inconfortable, entre la méfiance et l'acceptation raisonnée. Les institutions professionnelles commencèrent à examiner les résultats avec une attention nouvelle. Les associations dentaires, longtemps prudentes, reconnurent que l'accumulation de preuves dépassait le seuil de l'hypothèse. Les recommandations évoluèrent progressivement, insistant sur l'importance du dosage, de la fréquence et du cadre d'utilisation. Le fluor n'était pas présenté comme une panacée, mais comme un outil précis, efficace, à condition d'être utilisé correctement. Cette nuance était essentielle, car elle permettait d'intégrer le fluor sans effacer les craintes, mais en les encadrant. Dans la pratique, le dentifrice contenant du fluor commença à se diffuser bien au-delà des cercles scientifiques. Les fabricants intégrèrent les nouvelles formulations, d'abord avec retenue, puis avec une confiance croissante, à mesure que les recommandations officielles se multipliaient. Les messages adressés au public restaient mesurés, mettant en avant la protection de l'émail et la prévention des caries, sans promettre de miracle. Cette stratégie reflétait l'état d'esprit général. Il ne s'agissait pas de vendre une révolution, mais de normaliser un progrès. Ce qui rend cette phase particulièrement marquante, c'est la manière dont le fluor s'inséra dans la routine sans provoquer de rupture visible. Il n'exigeait ni apprentissage complexe, ni équipement nouveau, ni changement radical de comportement. Le geste restait le même, se brosser les dents, mais ses conséquences devenaient profondément différentes. Cette continuité apparente facilita une adoption large, presque silencieuse, où l'innovation se fondit dans l'habitude au point d'en devenir indiscernable. Les effets commencèrent à se manifester à l'échelle d'une génération. Les enfants qui grandissaient avec un dentifrice fluoré présentaient moins de caries, moins de douleurs et moins de traitements invasifs que leurs parents. Cette différence, observable dans les cabinets dentaires et dans les statistiques de santé publique, renforça la légitimité de la démarche. Pour la première fois, une amélioration durable de la santé bucco-dentaire ne dépendait pas principalement du niveau de revenu ou de l'accès aux soins spécialisés, mais d'un produit simple, accessible et intégré au quotidien. Cette dimension sociale transforma la perception du fluor. Il cessa d'être uniquement un sujet scientifique pour devenir un élément de politique de santé, un moyen discret de réduire des inégalités anciennes. Le dentifrice, longtemps considéré comme un simple produit d'hygiène, se révéla être un vecteur de prévention à grande échelle. Sans infrastructure lourde, sans intervention médicale directe, il agissait comme une protection diffuse, répétée jour après jour. Ainsi, le fluor passa du statut de variable inquiétante à celui de norme implicite. Non parce que les peurs avaient disparu, mais parce que la réalité des bénéfices était devenue impossible à ignorer. La science n'avait pas imposé une certitude absolue, elle avait construit un équilibre. Un équilibre entre efficacité et prudence, entre innovation et continuité, qui permit au fluor de s'installer durablement dans la vie quotidienne, préparant le terrain pour une révolution dont la force résidait précisément dans sa discrétion. Lorsque le dentifrice contenant du fluor devint une présence ordinaire dans les salles de bain, son origine controversée commença lentement à s'effacer de la mémoire collective. Ce qui avait autrefois suscité des craintes, des débats passionnés et une extrême prudence scientifique s'intégra progressivement dans la normalité, au point de ne plus être perçu comme une innovation.
Le fluor ne fut pas célébré comme une grande découverte. Il fut accepté, puis oublié, précisément parce que son efficacité se manifestait sans bruit, sans événements spectaculaires et sans rupture visible dans les habitudes quotidiennes. Cette banalisation constitue paradoxalement la preuve la plus forte de son impact. Le dentifrice fluoré n'a pas transformé la santé bucco-dentaire par une intervention radicale ou par un geste médical exceptionnel, mais par la répétition silencieuse d'un acte simple. Jour après jour, brossage après brossage, il a contribué à réduire la douleur, la perte des dents et les infections qui avaient marqué l'expérience humaine pendant des siècles. Là où la carie était autrefois perçue comme une fatalité biologique, elle est devenue un phénomène largement évitable, à condition d'agir avant que la destruction ne commence. Pourtant, le fluor n'a jamais cessé d'être discuté. Les interrogations sur le dosage, l'exposition excessive et les effets à long terme ont continué d'accompagner son usage, rappelant que la science ne fonctionne jamais dans un état de certitude absolue. Cette persistance du doute n'est pas un échec, mais une caractéristique essentielle du progrès scientifique. Elle montre que l'adoption du fluor n'a pas reposé sur une croyance aveugle, mais sur un équilibre fragile entre bénéfices démontrés et vigilance permanente. Ce qui rend l'histoire du dentifrice au fluor particulièrement révélatrice, c'est son caractère profondément non intentionnel. Personne n'avait pour objectif de créer une révolution mondiale de la prévention dentaire à partir d'un additif controversé. Le fluor n'a pas été introduit parce qu'il inspirait confiance, mais parce qu'il résistait à l'élimination statistique. Le dentifrice n'a pas été choisi comme vecteur idéal par vision stratégique, mais comme solution la moins risquée pour tester une hypothèse inconfortable. Le progrès est né de la gestion du risque et non de l'audace. À l'image d'autres inventions accidentelles majeures de l'histoire médicale, cette trajectoire rappelle que la science avance souvent par détours. Les erreurs, les hésitations et les compromis jouent un rôle aussi important que les découvertes intentionnelles. Le dentifrice fluoré n'est pas le produit d'une certitude initiale, mais d'une accumulation patiente d'observations que l'on a accepté de ne pas ignorer. Son succès tient moins à une idée brillante qu'à une méthode rigoureuse, capable d'écouter les données même lorsqu'elles contredisent les intuitions dominantes. Aujourd'hui, le fluor est devenu une infrastructure invisible de la santé publique, intégrée dans des gestes si ordinaires qu'ils échappent à la réflexion. Cette invisibilité est peut-être son plus grand héritage. Elle montre qu'une prévention réellement efficace finit par disparaître du champ de la conscience, non parce qu'elle est insignifiante, mais parce qu'elle a déjà accompli sa mission. La douleur qu'elle empêche n'est plus vécue, et les souffrances qu'elle évite ne laissent aucune trace. Ainsi se termine l'histoire d'une invention qui n'avait pas vocation à changer le monde, mais qui l'a fait en silence, en transformant une inquiétude scientifique en protection quotidienne. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce sujet et de cette invention accidentelle en laissant votre commentaire ci-dessous.